Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Très ferme condamnation du voyage des parlementaires en Syrie par l'exécutif. Le président a dénoncé une rencontre avec un dictateur. Manuel Valls parle d'une faute morale. La polémique ne retombe pas. Les députés et sénateurs concernés défendent quant à eux les motivations de leur voyage. Les extraits et l'analyse à suivre. C'est l'appel de Manille depuis les Philippines. François Hollande plaide pour un accord universel sur le climat lors du sommet qui se tiendra à Paris fin 2015. Le chef de l'État est accompagné des actrices Marion Cotillard et Mélanie Laurent, deux jeunes femmes particulièrement engagées dans le combat environnemental. Les éléments de ce voyage à suivre. Marine Le Pen au Salon de l'Agriculture, la présidente du Front National a ironisé, je cite, sur la panique de ses adversaires à l'approche des élections départementales. En arpentant les allées de la plus grande ferme de France, entourée d'une nuée de caméras, elle a aussi attaqué l'Union européenne. Un drame pour les agriculteurs, a-t-elle affirmé. Enfin, pour le grand entretien du jeudi, on reçoit ce soir la journaliste Michèle Cotta. Elle est l'auteure du livre Le Monde selon Mitterrand, un recueil de phrases célèbres et de formules moins connues mais toujours aussi cinglantes de la part de l'ancien président socialiste. Un ouvrage savoureux dont on parlera tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. La diplomatie parallèle des parlementaires partis en Syrie a été vivement condamnée par François Hollande. Le président dénonce une rencontre avec un dictateur. Les 4 parlementaires défendent quant à eux ce déplacement connu, disent-ils, de tous. On voit tout cela avec Louis Sibylle. 1 heure d'entretien avec Bachar al-Assad, une visite qui fait polémique. De retour en France, les parlementaires défendent leur position. À titre personnel, je suis convaincu qu'on ne peut pas trouver de solution à la lutte contre le terrorisme sans mettre la Syrie dans le coup. Et ça ne veut pas dire qu'on soutient, que l'on soit d'accord, bien au contraire, avec la politique syrienne. Une diplomatie parallèle qui n'est pas du goût de l'exécutif. Paris exclut en effet tout contact avec le président syrien. François Hollande condamne cette initiative. Gérard Bapt, un des députés partis en Syrie, affirme pourtant que les conseillers de l'Élysée étaient au courant. Le patron du PS, de son côté, promet des sanctions. Bachar n'est pas un dictateur autoritaire, c'est un boucher. Donc j'ai écrit à Gérard Bapt, je le convoquerai et je prendrai des sanctions. L'opposition est plus partagée. François Fillon a défendu cette initiative. De son côté, Nicolas Sarkozy les aurait traités de gugus. Pour cet ancien ministre de la Défense, les parlementaires ont surtout fait preuve d'amateurisme. Je ne suis pas sûr que des parlementaires, même s'ils connaissent bien la situation d'un pays ou d'une région, disposent à un moment donné de tous les éléments pour pouvoir faire ce genre de rencontre. Et il y a forcément un risque d'être utilisé. De fait, la télévision syrienne s'est empressée de montrer l'image de la rencontre. En 4 ans, la guerre civile en Syrie a fait 200 000 morts. Voilà, les condamnations de ce voyage sont quasi unanimes. À noter aussi, vous venez de l'entendre, la réaction à droite de Nicolas Sarkozy qui désapprouve ce déplacement. Mais à l'UMP, les réactions sont beaucoup plus contrastées. Le président du Sénat défend la liberté des élus. Gérard Larcher, qui est de retour d'un déplacement à Moscou, où il a rencontré Vladimir Poutine. On l'écoute. L'accord de Minsk était pour moi la lettre et l'esprit dans lequel nous devions maintenant avancer. Et j'ai eu le sentiment que le président Poutine pouvait partager et que sa signature du 12 février pouvait trouver une traduction concrète aux côtés de la signature du président ukrainien, de la chancelière allemande et du président de la République française. Ce que nous constatons depuis 24 heures, et nous le tenons de la bouche des militaires, y compris ukrainiens, c'est qu'en tous les cas, la tension militaire s'apaise. Et espérons que ça soit une baisse de tension qui soit durable et qui permette au processus politique d'entrer, j'allais dire, en action, parce que seul le processus politique permettra de sortir de la guerre et de la violence. Dans l'actualité, le défilé se poursuit au Salon de l'Agriculture. C'était au tour de Marine Le Pen aujourd'hui. La présidente du Front National a arpenté les allées de la plus grande ferme de France, entourée d'une nuée de caméras. Elle a ironisé, je cite, sur la panique de ses adversaires à l'approche des élections départementales. On l'écoute.
Il y a un lien particulier, c'est vrai, avec les agriculteurs, avec les gens de la ruralité. Je crois qu'ils ont pris conscience, ils savent bien que d'abord on les aime, qu'on les respecte, qu'on respecte leur bon sens et que on les défend aussi. Parce que c'est pas le tout de les aimer. Hein. Comment lutter contre la radicalisation en prison? Le gouvernement veut créer des quartiers dédiés aux islamistes radicaux. Alors il en existe déjà à la maison d'arrêt de Fresnes, où se sont rendus justement aujourd'hui les ministres de la Justice et de l'Intérieur, Christiane Taubira et Bernard Cazeneuve. C'est un reportage de Lucie Guillemot. Démonstration de force pour accueillir les deux ministres. Ce matin, Bernard Cazeneuve et Christiane Taubira étaient à la prison de Fresnes. C'est ici que depuis octobre 2014, un quartier dédié aux détenus islamistes radicaux est mis en place. Une mesure que le gouvernement veut élargir à 4 autres prisons. Il ne s'agit pas de les regrouper, ils ne sont pas dans une salle ensemble à comploter toute la journée. Ils sont dans un quartier dédié, donc nous protégeons le reste de la population carcérale, d'une part, et d'autre part, nous les isolons dans des cellules séparées, chacun, donc ils ne sont pas ensemble, et nous essayons d'en rattraper parce que, franchement, nous voulons combattre le terrorisme, nous voulons sanctionner, punir les terroristes. Mais pour quel résultat ? À l'issue de la conférence de presse de ce matin, les deux ministres semblaient gênés par cette question du bilan. Il est peut-être encore trop tôt pour savoir si cette mesure est efficace. Christiane Taubira et Bernard Cazeneuve ont aussi appuyé la nécessité d'améliorer le renseignement pénitentiaire et le suivi à la sortie de prison. Il y a, compte tenu de la porosité entre la petite délinquance et le grand terrorisme, une nécessité de suivre de façon particulière ceux qui sortent de prison après s'être radicalisés parce qu'ils représentent souvent parmi les plus dangereux des terroristes. Autre mesure déjà annoncée hier en Conseil des ministres, l'embauche de 60 aumôniers musulmans supplémentaires et la création d'un diplôme universitaire pour leur formation. Un encadrement idéologique et religieux pour lutter contre la radicalisation. C'est un terrible bilan. Pas moins de 220 chrétiens assyriens ont été enlevés par les terroristes de l'État islamique au cours des derniers jours. Selon les ONG, Daesh contrôle désormais de nombreux villages chrétiens en Syrie. Le groupe terroriste se livre également à des pillages et à des destructions en masse d'œuvres inestimables. Plus de 2000 livres et manuscrits précieux auraient ainsi été brûlés dernièrement à Mossoul en Irak, un patrimoine exceptionnel qui a été saccagé, vous le voyez sur ces images. On va en parler ce soir avec notre invité Mohamed Aïssaoui. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes écrivain et journaliste, auteur, je le précise, d'un article intitulé Mossoul et les grands auto-da-fé de l'histoire. Alors on le voit bien, Daesh sème la terreur avec ses enlèvements de chrétiens assyriens. Oui. Et les terroristes se livrent aussi à des destructions en masse du patrimoine, de livres, de manuscrits précieux. Est-ce que ça fait partie de leur stratégie, de la terreur, de la destruction? Oui, tout à fait, évidemment. Et c'est tout à fait normal qu'on parle des assassinats. Mais les autodafés font partie de cette stratégie globale de terroriser. C'est-à-dire que c'est un trait commun à toutes les dictatures et tous les intégrismes. On va enlever tout ce qui ne pense pas comme nous. Donc, ce sont des livres, notamment des livres éducatifs, des livres scientifiques, des livres pour enfants aussi, parce que pour ces intégristes-là, ce sont une culture qui s'oppose à la puissance divine. Il s'agit d'effacer aussi la mémoire, l'histoire et même... Ce qui est le plus précieux, peut-être, l'identité des peuples. Vous avez tout à fait raison de souligner cela parce que ce sont souvent, comme les manuscrits de Tombouctou par exemple, parce qu'il y a malheureusement une longue histoire d'autodafé. Donc il y a les manuscrits de Tombouctou, il y a eu les statues de Bouddha en Afghanistan il n'y a pas si longtemps. Et tout ça, ça fait partie d'une stratégie de terreur. Et effectivement, on supprime un passé. Parfois, on veut même réécrire le passé. Et ce sont des manuscrits, pour certains, qui datent de 5 millénaires, voire 7 millénaires. Et donc, on veut contrôler tout, c'est-à-dire y compris le passé, comme... on en sourit aujourd'hui, mais c'était quelque chose de criminel, comme les staliniens, par exemple, supprimer des visages de certaines photos pour dire le passé, ce n'était pas ça. Et c'est exactement
un trait commun à tous les intégrismes. Et vous l'avez rappelé, cette destruction systématique des biens culturels, elle a marqué l'histoire, elle a marqué l'humanité de nombreuses reprises. Pourquoi brûler? La question, une signification particulière? La question paraît simple, mais elle est vraiment très intéressante parce que on va brûler sur la place publique. Donc, il y a un effet spectaculaire. On veut purifier, d'après ces assassins, purifier les esprits. Par exemple... Comme faisaient les nazis. Eh bien, écoutez, j'allais parler de ça. C'est exactement. Ce sont les mêmes images qu'on a vues. Cette image-là date de mai 1933. Donc, on le fait publiquement. On montre au plus grand public possible qu'on va enlever toutes ces impuretés, c'est comme ça qu'on disait. D'ailleurs, les nazis parlaient d'écrits juifs nuisibles, on brûlait les œuvres de Freud, les œuvres d'Einstein, les œuvres de Stefan Zweig, la poésie, etc. Et comme ça, on maîtrise tout le passé et on n'a qu'une seule culture et qu'une seule idéologie. Et là où on brûle les livres, on finit par brûler les hommes. Les hommes, ça c'est la fameuse expression du poète et écrivain Heinrich Heine, bien sûr. Alors vous avez dit, on les brûle pour effacer cette mémoire et cette identité, mais pourquoi des livres? Est-ce que c'est le symbole? Parce que là, on va voir, ce sont des statues, etc. Là, on parle de 2000 livres dans la fameuse bibliothèque de Mossoul. C'est pour justement parce qu'il représente, c'est le symbole de l'ouverture au monde, à la culture, c'est le dialogue des religions. Mais c'est le symbole de toute la diversité dans un ouvrage. Par exemple, les ouvrages de philosophie, les ouvrages de psychologie. Donc le livre est le symbole de toute cette culture-là. Mais effectivement, on attaque tout ce qui est artistique. En mai 1933, les nazis avaient brûlé des livres, mais voulaient aussi enlever tous ces artistes dégénérés qui étaient, entre guillemets, Picasso, Van Gogh, etc. Donc c'est vraiment la symbolique de la liberté d'expression, de la liberté de penser, et il y a autre chose que ce que les intégristes veulent montrer comme idéologie. En même temps, on voit les images, c'était à Tombouctou. On se souvient d'ailleurs que la présidente de l'UNESCO, Irina Bokova, était allée sur place. Oui, je me souviens. Et là, on se dit, il faut craindre aujourd'hui, là je reviens à la région de la Syrie, l'Irak, pour le patrimoine culturel de cette région. Il faut le rappeler, c'est l'un des plus riches. Mais oui, parce que c'est toute notre histoire, c'est une histoire commune à toutes les civilisations. Et on parle de 2000 livres, mais en fait les responsables locaux parlent sur l'ensemble du pays de plus de 100 000 manuscrits et des ouvrages précieux qu'on ne retrouvera plus parce que ce sont des exemplaires uniques. Et effectivement, c'est criminel. Et on voit votre émotion. Merci beaucoup, Mohamed Aïssaoui. Merci pour votre analyse. La suite du 22h dans un instant, c'est le grand entretien du jeudi avec ce soir la journaliste Michèle Cotta. Elle est auteure du livre Le Monde selon Mitterrand. On va en parler juste après le tour de l'info. Il est préparé par Agathe Pécastin. François Hollande est en visite aux Philippines. À 9 mois du sommet international sur le climat à Paris, c'est un déplacement très commenté. Pas sur l'écologie, mais bien sur les accompagnatrices du président. Les deux actrices françaises, Mélanie Laurent et Marion Cotillard, font partie du voyage. Les Philippines sont bien sûr l'un des premiers pays à avoir été durement frappés par le changement climatique. Pour l'Élysée, c'est une manière d'incarner les questions environnementales. 2,5 millions de Français grippés. C'est le dernier bilan alarmant de l'Institut national de veille sanitaire. Une grippe qui a touché tout au long de l'hiver toutes les régions de l'Hexagone, sans exception. Seule nouvelle rassurante, le pic de l'épidémie semble avoir été franchi. Mais la maladie infectieuse a tout de même tué 98 personnes cette année. Tous ensemble, hey, hey. Près de 150 salariés des abattoirs Hayem sont venus défendre leur emploi devant le ministère de l'Agriculture. Depuis le mois dernier, l'entreprise est sous redressement judiciaire. 2 offres de reprise ont été déposées, mais la plus favorable ne sauvera que 107 emplois sur 600. Une délégation a été reçue par le cabinet du ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, dans l'après-midi. À la sortie, même les actionnaires semblent satisfaits. Ça a été très positif, ça nous a permis de renouer le contact, de rééchanger et de se dire les choses en direct. McDonald's, une nouvelle fois pointé du doigt.
Après le départ inattendu de son président le mois dernier, 3 fédérations syndicales internationales accusent désormais le géant de la restauration rapide d'optimisation fiscale. Entre 2009 et 2013, l'entreprise aurait économisé plus d'1 milliard d'euros d'impôts en France. McDonald's, quant à lui, affirme respecter le paiement des taxes dans chaque pays. L'invitée du grand entretien ce soir est journaliste, écrivain. Elle est aussi l'une des grandes voix d'Europe 1. Michel Cotta, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre dont on va parler ce soir, Le Monde selon Mitterrand, aux éditions Talendier, où vous recensez les phrases célèbres et des formules aussi moins connues de l'ancien président socialiste. Un ouvrage savoureux sur ces formules, parfois inédites. Est-ce que ces formules, déjà dans la bouche de François Mitterrand, c'était une arme politique ? Oui, je pense que c'était une arme politique, parce que c'est très difficile, au fond, quand on est un orateur de foule, ce qu'il était, d'être à ce point précis dans le mot, dans le verbe. Et au fond, il connaissait le poids des mots et il s'en servait. C'est l'un des derniers, selon vous, grands fauves politiques à manier aussi bien la langue avec autant de brio, de précision et parfois de cruauté. Oui, je pense que sur la cruauté, effectivement, il n'a rien à montrer, à démontrer à personne. Oui, je crois que c'est un grand fauve. Il y en a eu d'autres. Jacques Chirac était un grand fauve, et avait une culture tout à fait importante qu'il a cachée longtemps sur l'Asie. Mais celui qui, quand même, a intégré le plus la culture française, les écrivains français, l'histoire française, c'est sûrement François Mitterrand. Il a très bien intégré parce que, évidemment, il avait ses qualités oratoires et puis les qualités à l'écrit. Est-ce qu'on peut... Il aimait beaucoup écrire, il apportait un grand soin à son écriture. Oui, un soin même qui rendait malade les gens qui faisaient, par exemple, le journal socialiste qui s'appelait l'Unité, à l'époque, et il faisait... la dernière page était un édito de lui, enfin pas un édito, une sorte de journal de la semaine, et il le reprenait, mais jusqu'au dernier moment, il fallait vraiment qu'on lui arrache la copie pour qu'on puisse envoyer le journal, à imprimer. Et ça, c'était Claude Estier, qui était un de ses lieutenants, qui a été préposé à lui arracher les feuilles pendant des années. Il aurait pu finalement se consacrer à l'écriture. C'est un véritable don chez lui. Il en parle beaucoup, hein. Il en parle de est-ce que j'aurais pu être écrivain ? Et sans doute il l'aurait pu, mais il est assez réaliste pour penser que dans la vie, lui qui était si déterminé, on faisait finalement ce qu'on voulait faire, et que ce qu'il voulait faire en premier, c'était la politique. Alors, il y a des formules superbes sur beaucoup, notamment de ses adversaires, dont Valéry Giscard d'Estaing. Je vais citer celle-ci. Il y a des tas d'autres choses qui me plairaient davantage que de discuter avec Giscard. C'est sûrement quelqu'un de valeur, mais il me paraît moins intéressant que 3 chaînes dans un chant et un bon roman. Tout est dit. Tout est dit, et notamment son amour des arbres. Mais ce qui est intéressant aussi, au-delà des citations, je crois, que c'est vraiment le livre va être Mitterrand par lui-même, et pas Mitterrand par les autres. Et donc j'ai essayé de reconstituer sa vie. Voilà. J'ai essayé de reconstituer toute sa vie politique en l'illustrant de ce qu'il pensait lui au moment et ce qu'il écrivait lui au moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, d'interprétation, sauf dans une brève préface, mais c'est vraiment Mitterrand par lui-même. Et je trouve que c'est intéressant parce que souvent on le découvre au fond plus simple qu'on le croit, plus obstiné aussi, et lui-même avec ses qualités, ses défauts. Alors, vous l'avez bien connu comme d'autres journalistes. Quel rapport, d'ailleurs, il avait avec les journalistes? Il aimait bien la compagnie des journalistes, parfois... Il faut dire qu'au début, il n'était pas vraiment fait pour ça. Je me rappelle quand il a commencé, dans les années, en se présentant la première fois, ou même après, dans les années 70, il n'était pas très bien fait pour ça. Puis après, il s'est habitué à une meute de journalistes qui le suivaient partout, et notamment qui baladaient à Château-Chinon, à qui il montrait tous les arbres de Château-Chinon. Bon, et moi, je me rappelle, je faisais souvent partie à ce moment-là de cette horde-là, et moi, je ne sais pas reconnaître un fraisier d'un sapin.
main. Alors évidemment, il me traitait avec infiniment, comme si j'étais une demeurée, mais autrement... Il parlait de la nature et des grands classiques. Il parlait de la nature, des grands classiques, et ça c'est vrai que c'était le week-end à Château-Chinon où le suivaient 15 journalistes, c'était une occasion pour lui d'abord de se rapprocher d'eux, et ensuite de les... Comme quand il voulait pas parler politique, par exemple, il les baladait en parlant d'arbres, effectivement. Et donc, voilà, c'était... À travers ces formules, vous l'avez dit, Michel Cotta, vous parlez de tout son parcours politique. Il y a l'enfance, il y a un passé ambigu. Et puis, est-ce que selon vous, il s'est révélé dans la conquête du pouvoir avec le congrès d'Épinal et puis avec l'union des forces de la gauche, etc. Est-ce que c'est à ce moment-là, vraiment, que c'est l'artiste de la politique? Je pense que lorsqu'il choisit de passer par la gauche, si vous voulez, d'escalader la montagne politique par le versant gauche, alors que le général de Gaulle est sur le versant droit, il veut réintégrer les communistes et réintégrer les communistes dans la vie nationale. À ce moment-là, en 65, même 63, à partir de 63... Pour mieux les étouffer. Après, mais pour le moment, c'était les communistes qui étouffaient la gauche non communiste. Donc son pari était, si j'arrive à les avoir derrière moi, effectivement, je les dominerai à un moment donné, et c'est à ce moment-là que la gauche prendra le pouvoir, parce que personne en France n'aurait donné le pouvoir aux communistes. Donc c'est une initiative très bien pensée, très volontaire, très décriée à l'époque, et qui lui a donné l'occasion de beaucoup de polémiques. Et aujourd'hui, quel héritage? Alors, je vous propose d'écouter quelques réactions. Il y a François Hollande, Ségolène Royal, Jean-Luc Mélenchon qui parlent de cette ombre, celle de François Mitterrand. Qui est sur eux, en tout cas. Oui. Nous inscrivons notre action dans la grande tradition des lois Mitterrand-Mauroy de fer. Cette photo, vous l'avez toujours auprès de vous? Oui, elle est toujours là parce que c'est un peu les racines de mon engagement politique. Et puis François Mitterrand était venu justement dans le Marais Poitevin. Vous voyez, on retrouve aussi l'environnement. C'était une région qu'il connaissait bien par son enfance. Et quand j'ai commencé à mener le combat de protection du Marais Poitevin, et donc il y a 20 ans, et il a tout de suite compris cet enjeu. Donc j'avais obtenu aussi son soutien contre toutes les évidences. François Mitterrand, pour lequel j'ai une pensée toute particulière aujourd'hui même, qui fit tant pour faire avancer les libertés et le progrès social. Michel Cotta, ils ont tous, ou ils veulent tous avoir un peu de Mitterrand en eux. À gauche, en tout cas, c'est vrai que c'est le premier président socialiste de la Ve République. Et au fond, comme toute une génération a après rendu hommage à De Gaulle, alors c'est pas du tout, enfin on peut pas comparer, mais là, toute la génération de la gauche qui a pris le pouvoir avec Mitterrand, évidemment, alors qu'ils aient 20 ans à l'époque, ou 30 ans comme avait François Hollande, ou 30 ans comme avait aussi Ségolène Royal, se sont sentis vraiment inspirés. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de François Mitterrand, par exemple, dans Ségolène Royal. Beaucoup. Il y a son obstination à vouloir conquérir... Selon vous, on retrouve plus les traits chez Ségolène Royal que chez d'autres responsables politiques ou des... Non, mais je pense que Ségolène Royal avait eu l'œil très, très perçant sur ce qu'il était, et naturellement aussi François Hollande. Mais c'est un autre moment, c'est un autre temps, c'est un autre personnage qui n'a sûrement pas l'histoire et la culture de François Hollande, de François Mitterrand, mais qui effectivement a en tête, je suis persuadée qu'à tous les moments de sa vie, ou à souvent les moments de sa vie, il se dit, voilà, là, Mitterrand aurait tranché, là, qu'est-ce qu'il aurait fait Mitterrand? Est-ce qu'il aurait fait la synthèse? Est-ce qu'il n'aurait pas fait la synthèse? Je suis sûre qu'il a ça en tête, peut-être j'invente. Vous le connaissez bien, donc, et on voit vraiment à travers justement cet ouvrage un Mitterrand différent. On ne peut pas parler de François Mitterrand sans parler de la fin de règne, je le dire, et même de la fin de vie, avec cette phrase qu'on connaît tous. Alors, elle est un peu plus longue, je prends la fin de la phrase. Toutes les symphonies sont inachevées, et là, il pense aux symphonies de la vie. Je crois aux forces de l'esprit, et je ne vous quitterai pas. Cette phrase, elle va beaucoup rester. C'est peut-être ça, cette ombre, justement. J'étais obligée de la reprendre. Je me suis efforcée de reprendre des citations non connues. Parce que. Oui, il y en a d'autres. Il y en a qui sont. Mais celle-là, je ne pouvais pas passer à côté. Alors, effectivement, comment cet homme qui s'était longtemps déclaré agnostique, mais qui avait eu cette enfance très, très religieuse, son père et sa mère surtout, allaient à l'église tout le temps, etc. Mais il s'était dit. Entre le début de ma vie et la fin de ma vie, je ne sais pas, je verrai comment j'évoluerai. Et il a évolué vers les forces de l'esprit. Alors les forces de l'esprit, qu'est-ce que ça voulait dire? Je pense que pour lui ça a été très important, parce que sans dire il y a un Dieu, quel Dieu,
les forces de l'esprit, ça veut dire il y a un sens, il y a une quelque survivance. part. Il y a un sens à la vie et il y a une survivance à la vie. Alors, il y a ceux qui doutent qu'il ait été un grand homme d'État, comme par exemple Michel Vinocq, dans sa biographie Apparaître sur Mitterrand chez Gallimard. Je vous cite une phrase, une fin de phrase. Il cite tout ce qu'a fait Mitterrand. Après, il dit « Tout cela fait-il de François Mitterrand un grand homme d'État ? Pour moi, il est permis de rester dubitatif. » Oui, ça ne m'étonne pas, parce que cet antagonisme entre les deux gauches, c'est-à-dire la nouvelle gauche qui était incarnée par Michel Rocard, par exemple, pour être rapide, ou par Delors peut-être, et la gauche que Vinocq trouve sûrement archaïque, je n'ai pas lu le livre, mais je me dépêcherai de le lire dès que je l'aurai, ça ne m'étonne pas qu'il ait la réflexion, au fond, que se font des gens comme Michel Rocard, que se font les autres de la nouvelle gauche qui, au fond, ont trouvé qu'il aurait pu aller plus loin, qu'il aurait pu modifier la société davantage. Bon, moyennant quoi, quand ils étaient au pouvoir eux-mêmes avec Mitterrand, ils ont fait des choses, mais ils n'ont pas non plus changé de fond en comble la société. En tous les cas, on ne lui reste pas indifférent, qu'on l'ait admiré, ou même certains méprisé. Détesté. Oui, et détesté. Il a fasciné, il a été fascinant. Oui, je pense que ça, pour le coup, vous demandez si c'était le dernier animal. Non, c'est un des derniers animaux fascinants, en tout cas, parce que les gens le suivaient, encore une fois, pour le détester ou pour le haïr. Parce que la haine qu'a pu susciter cet homme est extraordinaire. La polémique, quoi qu'il fasse, la polémique jaillissait, il n'en a jamais eu peur, et il a su trancher quand il le fallait. Mais c'est vrai que l'adversité et le côté exaspéré de Georges Pompidou, par exemple, ou de Valéry Giscard d'Estaing, reste encore extraordinaire. Je pense que quand Valéry Giscard d'Estaing parle de lui, il parle très peu de lui, il parle davantage de Jacques Chirac, mais quand il parle de lui, on sent qu'il y a vraiment une vraie opposition qui demeure. Et on le voit à travers toutes les formules que vous avez. Il faut dire que c'est pas tendre. C'est pas tendre, c'est cruel, on peut le dire, Michel Cotta. Comme tous les jeudis, on soumet notre invité à une semaine d'actualité qui est croquée par notre dessinateur Hervé Baudry, et puis vous choisissez ensuite un dessin qu'on commente ensemble. Regardez. Voilà pour cette semaine croquée. Michel Cotta, qu'est-ce que vous choisissez? Je renais l'Ukraine, je choisirais l'Ukraine, parce que je pense que le sort du monde est quand même un peu en jeu là-bas. On parle de nouvelle guerre froide et c'est vrai. Et je pense que l'offensive franco-allemande, pour essayer de définir une ligne d'arrêt à Minsk, leur dialogue avec Poutine, je remarque qu'on pense aujourd'hui que les armes un peu s'apaisent ou commencent à s'apaiser. Rien n'est joué, rien n'est fini, rien n'est gravé dans le marbre. Mais enfin, je trouve que cette démarche collective de la France et de l'Allemagne, des deux dirigeants arrivant du même pas, avec le même costume noir, pour affronter Poutine, je trouve que c'est une très belle image. Voilà, et tout ça se passe au cœur de l'Europe. Merci beaucoup, Michel Cotta. C'était un plaisir de vous recevoir. Je rappelle le titre de votre livre, Le Monde selon Mitterrand. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous, merci de votre fidélité. À bientôt, belle et douce nuit à vous.